Alors, Jezebel, bonjour. Alors, je te reçois aujourd'hui sur la chaîne parce que j'ai découvert sur ta chaîne YouTube, donc je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir en description, mais c'est une chaîne en fait qui parle de pas mal de sujets dont on parle également sur la chaîne et je trouvais que tu le faisais d'une manière, je trouve que tu le fais d'une manière extrêmement pertinente et j'ai beaucoup aimé ce que tu faisais. Et donc, je te laisse te présenter déjà et puis nous expliquer un petit peu pourquoi tu as fait ces vidéos, pourquoi tu as ouvert cette chaîne et voilà. Bah déjà, merci Cyril. Je suis Jezébel, j'ai 29 ans. Au départ, je suis juriste et à côté, j'écris. Et effectivement, je fais des vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Jezébel TV. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette chaîne? Eh bien, parce que comme je le disais, j'ai 29 ans. Et ça fait déjà quelques temps que j'observe que ma génération est de plus en plus sensible à des discours fascisants, d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche. La preuve étant qu'en 2017, le premier parti pour lequel ont voté les jeunes de 18 à 34 ans, c'était le Rassemblement national. Le second, c'était la France insoumise. Et on assiste à un retour de cet attrait de ma génération pour des idéologies qui ont quand même largement démontré qu'elles pouvaient être mortifères au siècle dernier. Ensuite, cette génération, mais même plus loin que ça, la société, je crois, a un petit souci maintenant avec le débat. Je pense qu'il est un peu lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'instantanéité, on est dans le réactionnel, et on n'est plus du tout dans le débat, on n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans la discussion d'idées. Or, une société sans débat, je crois que c'est une société dont la démocratie est un peu fragile. Et donc, j'ai eu envie d'apporter une voix déjà de ma génération. Alors, pas forcément objective, parce que moi-même, j'ai mes opinions sur les sujets que je traite, mais en tout cas, une voix qui soit, si possible, un tant soit peu pédagogue et un petit peu apaisée. Alors même que je traite, tu l'as vu, de sujets qui ne sont pas du tout apaisants, mais qui, du coup, nécessitent qu'on les explique un peu plus, je crois. Et ça va être des sujets qui sont aujourd'hui des gros sujets de crispation, comme la laïcité, l'islamisme, mais aussi le féminisme ou encore la lutte contre le racisme. Voilà. D'accord, eh bien merci pour cette présentation. Et donc du coup, la première question qui me vient, donc qui sont en rapport évidemment avec les sujets que tu traites, enfin la première question qui me vient et qui est en rapport avec les sujets que tu traites, c'est tout simplement de te demander, j'ai vu que tu as fait une vidéo pour expliquer pourquoi en fait le communautarisme n'est pas une bonne chose, pourquoi c'est même dangereux pour une société et pour le vivre ensemble et pour le bien commun. Et je trouve que tu faisais une explication qui est vraiment extrêmement intéressante et tu prenais pour cela la société libanaise et tu faisais une comparaison entre la société libanaise et la société française. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette manière dont tu conçois le communautarisme et en quoi c'est une chose qui est néfaste pour notre société? Alors, je vais citer mon compatriote que je crois tu aimes beaucoup, qui est Amin Malouf, qui a écrit donc Les Désorientés que tu as dû lire. Et dans Les Désorientés, Amin Malouf, je crois que c'est un livre un peu autobiographique. Je m'avance un peu, mais j'ai l'impression qu'il est un peu autobiographique. Il explique un petit peu l'évolution de la société libanaise et notamment de cette jeunesse libanaise dont il a fait partie et qui a vu le pays s'effondrer, notamment en raison du communautarisme. Et je vais donc te lire un petit passage qui, euh, qui, euh, qui me touche déjà un petit peu personnellement parce que c'est l'histoire de mon père et qui pour moi est aussi très pertinent quand on parle de ce qu'est le communautarisme en fait. Alors, mes amis appartenaient à toutes les confessions et chacun se faisait un devoir, une coquetterie de railler la sienne puis gentiment celle des autres. Nous étions l'ébauche de l'avenir, mais l'avenir sera resté à l'état d'ébauche. Chacun de nous allait se laisser reconduire, sous bonne garde, dans l'enclos de sa foi obligée. Nous nous proclamions voltairiens, camusiens, sartriens, nietzschéens ou surréalistes. Nous sommes redevenus chrétiens, musulmans ou juifs. J'aime beaucoup cette citation parce que toi qui aimes beaucoup la philo et le monde des idées et de la raison avec un gros R, je trouve que c'est ça le communautarisme, c'est abandonner le monde des idées, c'est abandonner le monde des débats, de la raison, c'est-à-dire celui autour duquel on peut se rassembler, même quand on n'est pas d'accord, on peut débattre, pour un monde sans débat qui est celui de Dieu. On peut être croyant et débattre, mais en réalité, on ne peut pas débattre avec des croyances. On ne peut pas débattre avec Dieu. On peut débattre avec Voltaire, avec Rousseau, avec Spinoza, avec Camus. On ne peut pas véritablement débattre avec Dieu. Et pour moi, c'est ça le communautarisme, c'est quelque part se séparer de l'autre.
c'est quitter un monde dans lequel on peut se rassembler autour d'un débat pour aller vers un monde dans lequel il n'y a pas vraiment sujet à discussion. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut se débarrasser de Dieu dans la société. Par contre, je considère que Dieu doit toujours arriver dans une société universaliste et d'égalité. Dieu doit toujours être placé en seconde position, derrière la raison avec un grand R. Voilà. Et la raison, du coup, c'est ce qui nous amène au bien commun et c'est ce qui nous rassemble tous ensemble, puisque c'est par la raison que nous appréhendons la réalité. Et dans ta vidéo, tu expliques bien justement le fait que Dieu étant au second plan, eh bien, c'est le seul moyen en fait d'arriver à quelque chose qui est vivable, qui est agréable dans le vivre ensemble, parce que sans ça, eh bien, on est tous assignés, comme tu le disais, à Dieu, Dieu qui est un absolu qu'on ne peut pas discuter, puisqu'effectivement, tu le rappelles, on ne discute pas une croyance. J'aimerais aussi que tu nous expliques un petit peu en quoi en fait les petites concessions que tous nous avons peut-être fait à une époque et que la classe politique fait beaucoup, toutes ces petites concessions communautaires, comment elles peuvent mener à quelque chose, à un grand désordre, d'abord à une grande séparation, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le séparatisme, et à une grande séparation de la société, une fracturation de la société française, et comment ça peut nous amener vers quelque chose de moins agréable à vivre que cet universalisme qu'on ne cesse de nous dire comme étant un concept agressif, un concept qui aliénerait les gens, alors qu'en fait, c'est un concept qui est peut-être autre chose. Comment tu perçois cet universalisme français, toi? Quand tu parles de cet universalisme français, en fait, tu parles de la laïcité, quelque part, Exactement. entre autres. Déjà, pour revenir sur cette vidéo que j'ai faite, moi, au départ, j'ai fait cette vidéo qui s'intitule « Séparatisme, comment faire en sorte que la France ne devienne pas comme le Liban ». Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que au départ, je voulais faire un petit topo, étant juriste, je voulais faire un petit topo sur ce projet de loi séparatisme qui est extrêmement critiqué. Et qui est critiqué d'une façon très étrange. C'est-à-dire que c'est un projet de loi dont je ne dis pas du tout qu'il est parfait, mais qui a quand même comme vertu de s'attaquer à un sujet qu'on doit absolument attaquer de toute urgence aujourd'hui, qui est le séparatisme. Et qui est donc là pour protéger cette notion de laïcité, qui est une spécificité très française. Et pourquoi est-ce que finalement je n'ai pas fait un topo vraiment sur ce projet de loi? Parce que j'ai réalisé quelque chose, c'est que étant franco-libanaise, je suis autant française que libanaise, j'ai les deux nationalités. Je viens à la fois du pays, c'est comme ça que j'introduis ma vidéo, je viens à la fois du pays probablement le plus laïque au monde, voire le seul, puisque la laïcité c'est une spécificité franco-française, et à la fois peut-être de l'un des pays les moins laïques au monde, c'est-à-dire le Liban. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que les critiques de ce projet de loi étaient très étranges et assez inquiétantes. C'est qu'on a un projet de loi qui certes n'est pas parfait, mais qui veut protéger la laïcité. Et on a tout d'un coup eu des critiques qui parlaient d'ayatollah de la laïcité, de laïciste, et en fait qui confondaient, en plus venant de personnalités parfois de gauche, ce qui est peut-être encore plus inquiétant et ce qui démontre aussi l'évolution de la gauche aujourd'hui, mais on en reparlera après. On a des personnalités qui ont carrément fait une confusion entre la laïcité telle qu'on la connaît en France et un racisme d'État, comme si la laïcité était une notion elle-même raciste. Or, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une séparation. C'est une séparation entre l'État français et le monde de Dieu. Et c'est dans cette séparation et c'est cette séparation qui pose un principe de neutralité de l'État à l'encontre des citoyens français. Pourquoi c'est fondamental de le rappeler? Et c'est ce que je rappelle dans ma vidéo, parce que c'est cette neutralité qui pose un principe essentiel d'égalité absolue entre les croyants et les non-croyants. Donc déjà, quand on dit que c'est une notion raciste, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui protège absolument tout le monde, dont les croyants, et peu importe leur religion. Et c'est très mal compris en France, spécifiquement en ce moment avec les débats sur ce projet de loi. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu démontrer dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un pays véritablement séparatiste qui ne connaît pas cet universalisme, qui a essayé de le connaître avant la guerre civile, et bon, aujourd'hui, c'est complètement fini. Et c'est un pays où le séparatisme est même ancré dans la constitution elle-même de ce pays. Et j'ai décidé voilà, de faire une vidéo de cette laïcité sur laquelle vous crachez
Eh bien, cette laïcité, il y a des gens qui manifestent dans d'autres pays. Il y a des gens qui, aujourd'hui, se font tuer parfois dans des manifestations au Liban, en l'occurrence, mais même dans d'autres pays, hein, euh, et notamment dans cette région, pour avoir cette laïcité. Au Liban, si tu regardes des photos de manifestations, tu as plein de pancartes avec marqué non à la guerre civile, oui au mariage civil. Et bien en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est Dieu, le Dieu de chacun, hein, parce qu'il y a 17 ou 18 communautés au Liban, qui décide de ta situation juridique personnelle. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est regarder la différence entre ma situation en tant que citoyenne française et en tant que citoyenne libanaise. Et en tant que citoyenne libanaise, ma communauté fait que je ne vais pas être dans une situation d'égalité avec quelqu'un d'une autre communauté. Pour te donner quelques exemples, au Liban, selon si tu es chrétien ou musulman, tu auras le droit de divorcer. Selon si tu es chrétien ou musulman, et là je dis chrétien ou musulman, mais il y a encore d'autres sous-ensembles chrétiens, sous-ensembles musulmans, bon, il y a des règles spécifiques pas possibles, j'aurais par exemple le droit au même héritage que mon frère. Voilà, il y a plein de choses très, très, très… Ça veut dire que le droit civil est complètement soumis en fait à la communauté religieuse à laquelle on appartient. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand tu nais au Liban, quand tu as la nationalité libanaise, ta naissance dans telle communauté va déterminer toute ta situation juridique. Et ça pose un vrai problème d'égalité. Et je vais même aller plus loin, ça pose des vrais problèmes de racisme. Pourquoi? Parce que lorsque l'on voit que certaines communautés entendent que d'autres n'ont pas les mêmes choses, que on va voter en fonction de la communauté de laquelle on vient, etc., ça pose des problématiques de rivalité, ça pose des problématiques de distinction entre des personnes qui pourtant viennent exactement du même pays, et ça amène à une guerre. Et aujourd'hui, au Liban, ça fait des décennies maintenant que ça dure, on s'entretue au nom de Dieu. Voilà. Et ça, c'est vraiment le séparatisme. C'est-à-dire qu'on a un État qui a un peuple séparé en un peu plus d'une quinzaine de communautés qui ont chacune leurs règles, en fait. Et donc, j'ai voulu expliquer ça dans ma vidéo, parce qu'en France, on est encore aujourd'hui, j'espère pendant encore quelques temps, dans l'exact opposé. On est vraiment dans la situation inverse. C'est-à-dire que normalement, chacun a les mêmes droits, chacun naît à égalité en droit avec tout le monde, croyants, non-croyants, juifs, musulmans, catholiques, athées, peu importe, on est tous avec les mêmes droits. Et ça, c'est effectivement cette laïcité, entre autres, qui nous garantit cette liberté et ces droits-là. Voilà. Et juste pour conclure, il y a un danger que ça… Enfin, il y a des gens qui veulent, qui se positionnent contre ce système aujourd'hui en France. Et ce sont des séparatistes. Ce sont des séparatistes. Et malheureusement, en France, je crois que depuis quelques années, on le sait, on tue déjà au nom de Dieu. Donc, c'est qu'il y a quand même un danger. Et il faut s'en occuper maintenant, je pense. C'est très intéressant ce que tu dis et effectivement, je suis d'accord avec toi et tu as pris deux sociétés extrêmes. On pourrait aussi parler des sociétés anglo-saxonnes qui sont peut-être l'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que dans les sociétés anglo-saxonnes, on a beaucoup de communautarisme et on voit émerger effectivement ce dont tu parles, c'est-à-dire qu'il commence en Angleterre et aux États-Unis à y avoir des tribunaux juifs, des tribunaux islamiques et on commence à avoir des droits différenciés selon la communauté à laquelle on est assigné par la naissance, effectivement. Donc, si je devais dire ce qu'il y a entre la société libanaise et la société française, qui sont, comme tu le disais, deux extrêmes au niveau de la laïcité, eh bien peut-être qu'au milieu, on a la société anglo-saxonne qui commence à se fracturer et qui pourrait bien aboutir vers une libanisation de leur pays. Ok, eh bien, on a bien compris ce que tu pensais sur ce sujet-là, sur le communautarisme et sur la défense de la laïcité française. On va avancer un petit peu. J'aimerais savoir ce que tu penses de la notion de blasphème, qui est aussi une exception française, puisque, eh bien, il y a peu de démocratie, ne serait-ce qu'en Europe, où le blasphème n'est plus une question juridique. Et on voit que ça redevient une question polémique, et on voit que certains voudraient réinstaurer le délit de blasphème. Est-ce que ça te paraît dangereux? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr que ça me paraît très dangereux. Il y a quand même…
Pour revenir sur ce que j'ai dit juste avant, on est dans un pays aujourd'hui, dans un état de droit, dans une démocratie, où pourtant on a assassiné des gens pour avoir, je le mets entre guillemets, blasphémé. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation inquiétante par rapport à ça. Au Liban, typiquement, le blasphème existe. A priori, quand le blasphème existe dans certaines sociétés, ce ne sont pas les sociétés les plus droits de l'homiste et les plus libertaires qui soient. Le blasphème, ça fait partie de l'histoire française en réalité. On a une vraie histoire de critique de Dieu, on a une vraie histoire de critique de la religion. C'est quand même à partir de 1789, même déjà un petit peu avant, mais qu'on a véritablement commencé à critiquer la religion. Alors, quand je dis critiquer, je suis gentille, parce qu'en 1789, il y a quand même eu quelques années où on a fait plus que critiquer, on a pas mal violenté même le catholicisme. Hein. Il y a eu des exactions assez violentes pendant la Révolution française envers les catholiques, mais le fait est que le blasphème, c'est l'insoumission à Dieu. L'insoumission à Dieu, ça n'est pas être contre les croyants, c'est, encore une fois, c'est ce principe d'égalité entre les croyants et les non-croyants. Le fait de blasphémer, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir critiquer, de pouvoir se moquer, de pouvoir même dénoncer une religion, mais c'est parce que cette liberté d'expression existe dans un pays d'égalité que la liberté d'expression des croyants existe aussi. Rien n'empêche un croyant aujourd'hui en France de critiquer l'athéisme, tout comme rien n'empêche un athée de critiquer un croyant. Alors bien sûr, il y a des limites dans la loi, on n'est pas dans une liberté d'expression absolue comme aux États-Unis, on ne peut pas être négationniste, on ne peut pas faire de l'appel à la haine, etc. Mais il y a ce concept de liberté d'expression en France, il est extraordinaire parce que si on prend l'exemple de Charlie Hebdo, moi, à titre personnel, j'aime bien Charlie, je l'achète assez régulièrement. Mais je pense, par exemple, j'ai une proche qui est catholique. Elle n'aime pas du tout la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Elle trouve que ça l'offense un peu, elle trouve ça un peu vulgaire, bon. Mais elle ne va pas acheter Charlie Hebdo, tout simplement, en fait. Moi, typiquement, je n'aime pas Valeurs Actuelles, je ne vais pas acheter Valeurs Actuelles, je ne vais pas aller dans leur bureau pour les assassiner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un état où la liberté d'expression est à ce point, je trouve, extraordinaire qu'on peut à peu près, dans les limites de la loi, dire, exprimer, dessiner ce qu'on veut, mais personne n'est obligé de nous écouter, de nous lire, de nous acheter, en fait. Et là, je trouve, est le principe d'égalité. Voilà. Pour moi, c'est ça la beauté du blasphème, entre guillemets. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est magnifiquement exposé. J'aimerais que tu nous expliques également alors, ce que tu penses de cette gauche qui paraît, comme tu le disais en début de conversation, un petit peu fascisante pour ce qui est de l'extrême gauche. Et j'aimerais que tu nous donnes ton analyse en fait sur les démissions de cette gauche qui, somme toute, c'est de la gauche dont vient, c'est des libéraux dont vient la laïcité. Et ce sont ceux qui essayent de l'enterrer aujourd'hui. Et tu nous disais aussi, tu nous rappelais l'histoire de la France avec la religion, donc avec l'Église, et c'est cette même gauche qui refuse de faire à l'islam ce qu'elle a fait brillamment à l'Église. Et on peine à comprendre pourquoi. Ben, déjà, sur la notion même de gauche, à titre personnel, quand on me dit je suis de gauche, je réponds souvent qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Parce que je crois qu'être de gauche en 2021, en réalité, c'est se positionner parfois même à l'opposé de la gauche en laquelle nos parents croyaient. La réalité, c'est que la gauche, elle a complètement abandonné l'intégralité de ses combats. Et j'irais même jusqu'à dire que non seulement elle les a abandonnés, mais elle en a carrément pris le contre-pied. Pourquoi? Parce que historiquement, la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est censé être la promotion d'idéaux progressistes. C'est censé être la promotion de l'égalité, notamment l'égalité homme-femme. C'est le souci d'une plus grande justice sociale. C'est la lutte contre le racisme, c'est la lutte contre toute forme de discrimination, et c'est aussi, tu l'as très bien dit, la laïcité. Or, aujourd'hui, quand on regarde ce que fait la gauche, alors je ne vais pas critiquer toute la gauche, mais quand même une bonne partie de la gauche, aujourd'hui, tous les concepts que je viens de donner, la gauche, aujourd'hui, en réalité, elle les combat. C'est-à-dire que la gauche est devenue telle qu'aujourd'hui, lorsque l'on est en son fort intérieur profondément de gauche, on doit combattre la gauche. Lorsque l'on est profondément féministe, on doit combattre une partie du féminisme. Et lorsque l'on est
profondément en son fort intérieur antiraciste, on doit combattre une certaine forme d'antiracisme aujourd'hui. Donc voilà où en est la gauche aujourd'hui. Quand on est de gauche, on doit la combattre, ce qui est quand même un comble. Et si l'on revient un peu plus historiquement à l'évolution de la gauche, et notamment au moment où elle a perdu en fait les classes populaires, parce que ça vient de là, qu'est-ce qui s'est passé? La gauche, en fait, c'était un parti effectivement de classe populaire, c'était un parti de combat collectif, et ça s'est mu petit à petit en un parti de classe moyenne, plutôt individualiste, plutôt nombriliste, qui a commencé à plutôt se concentrer sur l'identité de chacun que sur l'égalité entre tous, ce qui était, il me semble, son combat au départ. Et l'abandon des classes populaires, c'est par exemple Pierre Mauroy, je ne sais pas si tu vois cet article, donc, pardon, Pierre Mauroy, ancien Premier ministre de Mitterrand, qui écrit en 2002 dans Le Parisien mais enfin, Monsieur Jospin, qu'est-ce que c'est que cette campagne présidentielle supposément de gauche où vous n'osez même pas dire les mots ouvriers et travailleurs? Bon, on sait ce qui s'est passé. La gauche a lamentablement perdu cette élection au profit d'un face-à-face Chirac-Le Pen. Et depuis, la gauche, en réalité, elle n'a jamais su récupérer les classes populaires, et notamment les classes populaires blanches, qui aujourd'hui votent en masse à l'extrême droite, comme on le sait. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, la gauche prend exactement le contre-pied de tous ces combats historiques, c'est-à-dire qu'elle est complètement tombée déjà dans l'identitarisme qu'elle reproche depuis toujours à l'extrême droite. Autrement dit, la seule classe populaire qui intéresse la gauche aujourd'hui, c'est la classe populaire dite racisée, issue de l'immigration, que par ailleurs la gauche défend très mal, je trouve, mais bon, eux disent la défendre. Et aussi parce qu'elle a laissé, et là il n'y a pas que la gauche, toute la classe politique, un tant soit peu démocrate, a abandonné à l'extrême droite tous les sujets qu'aujourd'hui on doit presque traiter un peu dans l'urgence, c'est-à-dire la laïcité, la protection de la laïcité, le terrorisme, la sécurité. Et aujourd'hui, du coup, dès qu'on en parle, comme tu le sais, j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps, dès qu'on aborde ces sujets, on est taxé d'extrême droite. Ce qui du coup est tout de suite décrédibilisant vis-à-vis de personnes de gauche, de droite, du centre, peu importe, mais qui sont démocrates. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu traiter certains de ces sujets dans mes vidéos, parce que je suis moi-même farouchement opposée à l'extrême droite, et je crois que l'on doit absolument se réapproprier ces sujets par le biais d'un discours non pas fascisant, mais démocrate. Voilà. Je crois que c'est là où on est la gauche aujourd'hui, et c'est pas terrible. Exactement, et je suis de gauche également et je fais la même analyse que toi. On doit combattre une bonne partie de la gauche. J'en ai fait les frais, moi, dans mon soutien à la France insoumise pour donner du concret à ce que tu viens d'expliquer. À la France insoumise, quand je les ai soutenus dans ma ville en 2012, eh bien, j'ai vu exactement ce que tu disais et on me traitait de suppôt du FN, etc. Alors que des immigrés étaient d'accord avec moi, des immigrés récents en plus, qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore les papiers réellement français, étaient d'accord avec mon discours. Eux, non. Comme tu disais, ils défendent très mal ceux qu'ils prétendent défendre, puisqu'ils les assignent à identité. Et voilà. Enfin, il n'y a pas pire racisme pour moi. Hein. C'est ce que Amin Malouf appelle la condescendance racialiste. Donc, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà. Tu disais du coup dans ton discours que effectivement aujourd'hui, si on veut être de gauche, il faut combattre la gauche. Si on veut être véritablement antiraciste, il faut combattre les antiracistes. Et si on veut être féministe, réellement et profondément féministe, il faut combattre les féministes. Moi, je le dis depuis un moment, mais comme je suis un homme, ça passe super mal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi? Sur le féminisme? Sur le féminisme, en quoi le féminisme n'est plus réellement un véritable féminisme universaliste, on pourrait dire, en France. Voilà, le féminisme est aussi, lui, gangréné par la racialisation, le retour au sang, le retour à la religion, à la culture, ou que sais-je. Alors, déjà au départ, le féminisme, je trouve qu'on l'oublie beaucoup dans le discours d'aujourd'hui, c'est un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça paraît évident, mais moi, quand je vois certains discours, j'ai l'impression que ça a été un peu oublié. J'aimerais bien revenir, si tu me le permets, une minute sur l'histoire du féminisme, que je crois qu'on a un peu oublié. En fait, il y a 4 vagues de féminisme, historiquement. La première vague de féminisme, c'était le combat pour l'égalité politique entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire, en gros, pour obtenir le droit de vote. On peut le situer entre la fin du 19e et à peu près la première moitié du 20e.
La deuxième vague de féminisme, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont une plus grande autonomie financière parce qu'elles commencent à être massivement sur le marché du travail et elles commencent à se rendre compte qu'elles sont quand même un peu opprimées dans la sphère familiale, dans la sphère privée. Et là, ça va être notamment les combats, les fameux combats pour la contraception, pour l'avortement et pour en fait la libération de la vie privée des femmes finalement. La troisième vague de féminisme, ça c'est vers les années 80. C'est un féminisme qui nous vient des États-Unis, forcément, et qui là est plutôt intersectionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir des féministes qui considèrent que les deux premières vagues de féminisme ont trop laissé de côté les femmes racisées ou non hétérosexuelles, et que du coup on doit les ramener en fait petit à petit dans ce débat féministe. Le problème de ce mouvement, c'est qu'il va complètement éclater les féministes entre elles. Et la quatrième vague du féminisme, c'est en fait le mouvement MeToo. Donc c'est le mouvement un peu plus récent, avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec des questions autour du harcèlement de rue, du harcèlement au travail, des agressions sexuelles et de façon plus générale de la culture du viol. Or, cette quatrième vague, elle a eu clairement ses vertus. Hein. Moi, je ne suis pas du tout une anti-MeToo par excellence. Hein. Ça a eu bien sûr ses vertus. Mais cette quatrième vague, qu'on peut aussi appeler le néo-féminisme, voilà, j'en perds mes mots, cette quatrième vague, elle soulève plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que plutôt que d'être dans une démarche d'égalité homme-femme, ce que je disais au départ, la démarche de ces nouvelles féministes, ça va plutôt être une démarche de cause des femmes. Moi, j'entends beaucoup cette expression de cause des femmes. Ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut strictement rien dire parce que moi, ce que j'aime dans l'expression égalité homme-femme, c'est que c'est une expression concrète qui appelle à des problématiques concrètes. On va penser à l'égalité salariale, on va penser à l'égalité en termes de congé parentalité, on va penser en fait, on va penser le sujet en termes d'égalité. Donc tout de suite, c'est un petit peu plus concret. La cause des femmes, moi, je trouve ça très abstrait. Et ça a plusieurs conséquences. Déjà, on prend le contre-pied d'une démarche d'égalité, que je disais. On refuse de reconnaître que la majorité des hommes ne sont pas des grands méchants, qu'ils ont aussi, dans le temps, participé à l'émancipation des femmes. La loi Veil, elle a été votée aussi par des hommes, hein, qui étaient pour, il faut le dire. Et aussi, et ça c'est très important, alors je sais que beaucoup de féministes détestent ce genre de discours, mais je le dis parce que c'est pas assez dit, les hommes sont aussi victimes d'un système sexiste, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes qui sont alcooliques, il y a plus d'hommes qui se suicident, il y a plus d'hommes dans les travaux pénibles, il y a plus d'hommes dans les travaux, où leur vie est en danger, la police, l'armée. Il y a aussi ce fameux congé parental de 11 jours. Personnellement, dans mon entourage, j'ai des jeunes papas qui auraient bien aimé être à égalité avec leurs femmes là-dessus. Juste une petite parenthèse pour ce que tu dis au niveau de l'égalité homme-femme et du fait que les hommes sont également aliénés au patriarcat au même titre que les femmes, même si leur place est effectivement plus enviable, ils n'en restent pas moins aliénés. Et pour se rendre compte de ça, je trouve que le travail de Pierre Bourdieu, La domination masculine, est un livre vraiment majeur pour comprendre ça. Moi, en tout cas, en tant qu'homme, ce livre m'a fait comprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Non, mais en fait, le problème, c'est que quand on a ce type de discours, on a tout de suite des féministes qui viennent nous dire oui, mais non, quand même, les femmes souffrent plus. Mais en fait, à partir du moment où on est dans une démarche d'égalité, on ne peut pas être dans cette compétition absolue de la souffrance. Ça n'est absolument pas productif. Et le problème, c'est que ça a même une conséquence qui est, je crois, encore plus inquiétante, c'est que on a maintenant des femmes qui se disent féministes et qui assument aujourd'hui complètement dans les médias leur misandrie, c'est-à-dire une vraie aversion des hommes. On a par exemple des personnalités comme Alice Coffin, qui considère entre autres qu'il faudrait éliminer les hommes de la vie intellectuelle des femmes. Merci pour Proust. On a également une Pauline Armange qui a carrément écrit un article qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ». Bon, je ne l'ai pas lu, mais ça montre un peu la couleur. Et j'ai vu quelques interviews d'elle. Bon, c'est véritablement sexiste en fait. C'est véritablement sexiste envers les hommes. Donc on n'est clairement pas dans une démarche d'égalité homme-femme. Le second problème de ce néo-féminisme, c'est que plutôt que de chercher, et là je vais aller sur ce que tu disais au début, plutôt que de chercher un équilibre entre l'universalisme des deux premières vagues et l'intersectionnel de la troisième,
eh bien, ce néo-féminisme, il s'est complètement pris d'amour pour l'intersectionnel, pour la lutte antiraciste, pour le décolonial. Donc, on a désormais des militantes très médiatisées, c'est-à-dire très, très suivies sur les réseaux sociaux, et notamment très suivies par des jeunes femmes qui apprennent avec ces personnalités ce qu'est le féminisme, ce que je trouve un peu inquiétant. Et ces femmes, elles vont, par exemple, alors se dire très féministes, mais pourtant, elles vont se taire dès que des violences sont faites sur des femmes par des hommes dits racisés. Alors, je ne mets pas du tout, moi, sous silence les violences faites par des hommes blancs, mais en fait, moi, je m'en contrefiche. C'est-à-dire que qu'un homme soit blanc, noir, musulman, bouddhiste, juif, s'il violente une femme, c'est du sexisme qu'il faut dénoncer. Voilà. Là, je crois, est effectivement mon universalisme à moi. Mais là, typiquement, on a des féministes qui organisent d'énormes manifestations contre Darmanin, mais qui vont se taire sur Tariq Ramadan. On a des féministes qui vont se lever offensés lorsque Polanski est nommé au César, mais qui vont applaudir sans aucun souci Lajli, alors que Lajli, il a quand même été jugé coupable il y a quelques années pour avoir participé à un crime d'honneur, donc c'est quand même pas un grand féministe. Elles vont se taire sur Mila. Elles vont se taire sur, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été très médiatisé, sur cette adolescente cet été qui a été tondue, tabassée et tondue par sa famille au nom de l'islam. Aucune féministe n'en a parlé. Et en fait, on y voit un peu une sorte de tentation bigote. C'est-à-dire que cette bigoterie chez les féministes, on l'a particulièrement vu ces derniers temps avec, par exemple, Clémentine Autain, grande féministe, mais pour qui ça n'est absolument pas utile de légiférer sur les certificats de virginité ou sur la polygamie. Encore une fois, moi, je ne suis pas la défenseuse absolue de ce projet de loi, mais en réalité, c'est un projet de loi d'égalité homme-femme. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. On a aussi des soi-disant féministes qui refusent de se prononcer sur le voile ou le burkini. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument être contre, je dis juste qu'il faudrait peut-être en débattre quand on est féministe. Voilà. Mais non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Et dernièrement, pas plus tard que cette semaine, on a aussi eu des propos très étranges sur ces fameux cours de natation. Donc là, on a Jean-Michel Blanquer, et pour poser un peu le contexte, on a Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa qui proposent de diligenter une enquête pour savoir si ce phénomène de certificat de complaisance à l'encontre de jeunes filles pour allergie au chlore, pour ne pas aller à des cours de natation, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à des motifs religieux? Et est-ce que c'est un phénomène de grande envergure sur lequel il faudrait légiférer? Et là, on a des soi-disant féministes qui nous parlent de pudeur féminine, du fait qu'il ne faudrait surtout pas sexualiser le corps des jeunes filles. On a l'impression d'entendre des prêtres ou des imams. Mais non, ce sont des féministes qui nous parlent de pudeur, qui dit qu'il ne faudrait pas sexualiser le corps des jeunes filles devant leur père masculin, alors même qu'eux-mêmes, a priori, sont en maillot de bain. Donc, on est plutôt dans une situation d'égalité. Et ça, voilà, c'est un phénomène extrêmement, je crois, inquiétant, parce que historiquement, le féminisme de tout temps, pour exister, pour être efficace, a forcément dû se positionner contre Dieu et contre les préceptes religieux. Alors, je reviens toujours un peu à ce sujet d'insoumission à Dieu, mais je crois que pour vivre dans un état de droit, c'est un passage obligé, et je pense à toutes les religions. Et il y a Delphine Orvilleur, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est une femme rabbin, que j'aime beaucoup et qui a très bien expliqué dans une interview, on lui demandait si elle pouvait être juive féministe. Et elle répond cette phrase que j'aime beaucoup, elle répond « Je ne peux pas être une juive féministe, je peux être juive d'un côté et féministe de l'autre ». Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle considère, alors même qu'elle est femme rabbin, que ce serait être de mauvaise foi, sans mauvais jeu de mots, de voir du féminisme dans des textes religieux, qu'il s'agisse du Coran, de la Bible ou du Talmud. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être croyante, ça ne veut pas dire que si on est croyante, on ne peut pas être féministe. Ça veut dire que lorsque l'on est féministe, même en tant que croyante, on doit forcément à un moment se mettre dans une position de critique de la religion. On doit forcément à un moment se poser la question. Parce que Dieu, déjà, il n'est pas forcément fan de liberté, mais encore moins de celle des femmes a priori. Ça ne veut pas dire qu'il y a parfaite incompatibilité. Encore une fois, ça veut dire qu'il faut se mettre dans une position de critique.
Et ces féministes ne le font absolument pas. En l'occurrence, elles ne le font absolument pas avec l'islam. L'autre problème dans le féminisme actuel, et je finirai là-dessus, c'est la méthode employée. Et là, pour le coup, je parle du féminisme, mais pour moi, c'est la méthode employée également dans l'antiracisme. Cette méthode employée, elle démontre une forme de fascisme, et je pèse mes mots, dans le féminisme actuel. Pourquoi? Eh bien, parce que le fascisme, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un système autoritaire dans lequel on supprime toute possibilité de discussion au nom d'un idéal collectif suprême. Et si on regarde les méthodes des fascistes, que ce soit des fascistes soviétiques, nazis, islamistes, peu importe, c'est absolument toujours la même méthode qui se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de désigner ce qui est le bien et ce qui est le mal. La deuxième étape, c'est de dire qu'il faut éliminer le mal. Et la troisième étape, c'est de mettre en pratique cette élimination. Alors, cette élimination dans le féminisme ou dans l'antiracisme aujourd'hui, elle ne se fait effectivement pas via des goulags ou des camps d'extermination. On n'en est heureusement pas encore là. Mais elle va prendre la forme d'une vindicte populaire sur les réseaux sociaux à l'encontre de tel ou tel individu qui se trouve complètement mis à la marge de la société sans aucune autre forme de procès ou de discussion. Et là est l'aboutissement du fascisme. Voilà. Donc voilà ma position sur le féminisme d'aujourd'hui. Je sais que je parle beaucoup des défauts et non pas des vertus de MeToo. Je pourrais parce qu'il y en a. Mais je pense que ça prend aujourd'hui une dimension extrêmement inquiétante et assez dangereuse qu'il faut absolument combattre. Voilà. Très intéressant et d'ailleurs, je te rejoins sur le fait que le féminisme intersectionnel n'a pour moi pas de sens pour la simple et bonne raison que si dans une société, tous les citoyens ont les mêmes droits sans égard pour leur confession, pour leurs idées ou pour leurs croyances, le féminisme de l'un et le féminisme de l'autre. C'est-à-dire que ce qui va être bon dans la société française pour une femme blanche le sera pour une femme noire, le sera pour une femme dite racisée, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas le sera pour toutes les femmes. Donc en fait, le fait de prendre en compte l'origine d'une personne, en fait, n'est pour moi pas pertinente. Alors, selon eux, elles auraient des souffrances et des besoins spécifiques. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Il faudrait peut-être que j'en débatte avec l'une d'elles, qu'elle me précise quels sont ses besoins spécifiques, parce que moi, je vois pas en quoi ma fille aurait des besoins différents d'une autre petite fille, quelle que soit sa couleur et quelle que soit sa culture, sa religion ou son origine. Donc ça, c'est intéressant. Tu nous disais, oui, que tu m'as offert un petit pont vers l'antiracisme, et tu nous disais qu'aujourd'hui, l'antiracisme finit par être fascisant. Donc ça, c'est une chose. Tu l'as magnifiquement expliqué, mais l'antiracisme, pardon, finit par devenir aujourd'hui raciste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Déjà, l'antiracisme, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte contre le racisme et ça vise à combattre les discriminations auxquelles font face certaines personnes. Pourquoi? En raison de certaines caractéristiques physiques, religieuses, peu importe, qui seraient assimilées à une race quelconque. Historiquement, et notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, en l'occurrence, l'antiracisme, pour être efficace, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû combattre la notion même de race. Aujourd'hui, la lutte antiraciste, elle fait exactement l'inverse, notamment parce que, influencée aussi par certaines idéologies états-uniennes, elle est complètement obsédée par la race, complètement. Et il y a plusieurs conséquences à ça. La première, c'est que l'antiracisme actuel, il est raciste, effectivement, envers ceux qu'il est censé défendre. Pourquoi? Parce qu'on a un antiracisme qui va réduire la complexité du monde à l'existence de 2 camps, le camp des oppresseurs qui seraient blancs et le camp des opprimés qui ne seraient pas blancs. Or, en ne voyant le monde qu'à travers ce schéma, certains militants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accentuer en fait la vulnérabilité des minorités qu'ils défendent. Comment? Eh bien, en fait, en les conditionnant à leur statut de pauvres migrants, de pauvres musulmans, de pauvres arabes, de pauvres noirs. C'est-à-dire que ces militants ne vont jamais voir ces personnes autrement que comme des victimes. Et ça donne des discours incroyablement racistes. C'est-à-dire que, pour te donner quelques exemples, dont je pense tu as entendu parler, juste après les attentats de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui se passe? On a, à peine une semaine après, Virginie Despentes dans Les Inrocks, Edoui Plenel dans Mediapart, qui excuse littéralement les attentats de Charlie Hebdo en rappelant l'enfance miséreuse et teintée de racisme des frères Kouachi.
Et alors là, on tombe des nues, parce qu'en fait, on a l'impression que, ah oui, mais les pauvres, comme ce sont des Français issus de l'immigration, pardonnez-leur, ils ne sont pas capables d'être civilisés. C'est extrêmement raciste de dire ça. Et en fait, il y a un activiste britannique, d'ailleurs, dont je parle dans l'une de mes vidéos, qui s'appelle Majid Nawaz, qui appelle ce phénomène le racisme de faible standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais s'indigner lorsqu'une personne racisée, je suis désolée, moi aussi j'utilise ce mot que je déteste, mais parce que bon, maintenant c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire ce racisme de faible standard, c'est ne jamais s'indigner lorsqu'une personne racisée donc exprime de la misogynie, de l'antisémitisme, est violent, et raciste, mais exiger à contrario qu'un blanc soit parfait sous tout rapport. Or, les victimes de ce double standard, ce sont les personnes issues de l'immigration elles-mêmes, puisqu'on limite leur horizon, on rabaisse leur potentiel, on les juge comme des personnes qui en fait ne seraient absolument pas capables de s'intégrer parce qu'elles seraient moins civilisées. Et à titre personnel, moi qui suis française avec des origines arabes, je trouve ce type de discours particulièrement humiliant et particulièrement raciste. Voilà. L'autre exemple, là, ça fait quelques années qu'elle nous balance des propos assez border, mais Ouria Boutelja, qui vient des indigènes de la République et qui a un discours très décolonial, soi-disant antiraciste, elle a un discours extrêmement problématique, à la limite, on dit à la limite de l'antisémitisme, moi je considère qu'il est parfaitement antisémite, où en fait elle excuse un petit peu l'antisémitisme des Français issus de l'immigration, notamment arabe et ou musulmane, parce que finalement, leurs frères palestiniens, et puis, bon voilà, ils sont solidaires de cette cause qui, pardonnez-moi, mais n'est pas la leur, hein, et puis la Shoah ne serait pas leur histoire. Voilà. Et donc, on a une Ouria Boutelja qui, sous prétexte d'antiracisme, pose une rupture d'égalité entre ces jeunes de certains quartiers, issus de l'immigration, mais français avant tout, et les autres Français qui apparemment, voilà, ils ne seraient pas à égalité les uns les autres, ils n'auraient pas la même histoire, ils n'auraient pas la même culture, ils ne viendraient pas de la même civilisation. Je vais parler de quelque chose d'un tout petit peu personnel là-dessus. Mon père, en l'occurrence, est né dans un pays arabe. Il a grandi dans un pays arabe, il n'a jamais eu de cours, c'est un exemple que je donne, hein, il n'a jamais eu de cours à l'école sur la Shoah. On pourrait penser que c'est le Liban, par antisionisme ou par antisémitisme. Non, parce que ça ne fait pas partie de l'histoire du Liban, la Shoah. Pour des Libanais et pour beaucoup d'Arabes, c'est un phénomène uniquement européen. Le fait est que mon père, en 1976, quitte le Liban. Il arrive en France. Quelques années après, il décide de devenir français. Mais à partir du moment où on veut devenir français, à partir du moment où on est français, qu'on soit né en France, qu'on ne soit pas né en France, à partir du moment où on est français, eh bien la Shoah fait partie de son histoire. Et je prends la Shoah à titre d'exemple, mais c'est aussi Napoléon, c'est aussi la Révolution française. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on est égaux les uns avec les autres. Et bon, là, je suis partie un petit peu loin, mais tout ça pour dire que cet antiracisme pose un principe de rupture d'égalité entre des personnes qui pourtant viennent du même pays, qui ont les mêmes papiers, qui ont les mêmes droits, qui ont les mêmes libertés, et qui, encore une fois, sont dans un pays qui, a priori, est un pays d'égalité. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, on est sur un discours complètement raciste, de la part de gens qui se disent antiracistes au départ. C'est ça, exactement. C'est exactement de cette manière dont je vois les choses et dont je vois l'antiracisme actuel. On est aussi dans une culture, on dirait, de nos jours, dans une culture qui est quand même victimaire. On voit que être la victime, c'est quelque chose qui est bien vu, que tu sois victime du patriarcat, que tu sois victime de… Alors, il y a des vraies victimes, le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas de victimes, mais on a cette, comment dire, cette réponse fascisante de la victime qu'on prétend être, victime du racisme, victime de ci, de ça, et ça nous donnerait des droits spécifiques et ça nous ferait sortir en fait du cadre légal. Parce qu'on a souffert, alors il serait légitime de… Et c'est vrai que c'est assez flippant. Ça me fait repenser à la phrase de Castaner quand il avait interdit une manifestation pour les Black Lives Matter où il disait « Parfois, l'émotion est au-dessus de la loi ». Et du coup, j'enchaîne avec cette fameuse, ce que tu nous disais en début d'interview, cette fameuse république qui est devenue la république de l'émotion, où l'émotion prime surtout et où il n'y a plus de rationalité.
Et c'est vrai que c'est assez flippant parce que, eh bien, avec les émotions, on ne discute pas, avec les émotions, on ne débat pas, avec les émotions, on ne produit pas d'intelligence, on ne produit pas de questionnement intelligent et donc pas de solutionnement intelligent. Et c'est vrai que c'est assez flippant. Est-ce que tu pourrais, pour finir sur l'antiracisme, nous parler de ce supposé racisme d'État, ce racisme systémique dont on nous parle. Parce que moi, j'ai des amis qui sont d'origine maghrébine et qui me disent, bah, écoute Cyril, moi, je ne sais pas de quoi parlent ces gens, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais senti ça. J'ai pu sentir un mépris de classe, j'ai pu sentir parfois des gens méprisés pour telle ou telle raison, mais j'ai jamais vraiment senti de véritable racisme. Et puis dans les lois, il n'y a pas de notion de race dans les lois françaises. Donc, je comprends pas de quoi parlent ces gens. Et on voit que des gens comme, on parlait d'Amin Malouf, on voit que des gens qui sont arrivés en France très tard dans leur vie, eh bien, ont réussi en France d'une manière enfin voilà, comme s'ils avaient été des Français, qu'ils étaient nés en France, parce qu'ils avaient du talent, évidemment, hein, mais voilà, ni plus ni moins qu'un Français qui aurait du talent. On peut parler de Chador Javan qui est arrivé d'Iran à la vingtaine, qui est aujourd'hui anthropologue, qui est arrivé sans argent, sans rien, et qui est aujourd'hui une anthropologue renommée. On pourrait parler de plus récemment Sonia Mabrouk, qui est arrivée également après ses études universitaires et qui est aujourd'hui journaliste sur Europe 1. Enfin voilà, et du coup, d'ailleurs, Sonia Mabrouk avait, je me souviens, face à Marwan Mohamed, lui avait expliqué sur un plateau qu'il fallait arrêter de victimiser les gens et de faire son beurre là-dessus, parce que les musulmans ne sont pas des victimes dans ce pays. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'il y a une relation entre cette culture de la victimisation, où les gens se prétendent toujours victimes pour essayer d'avoir des droits différenciés, pour essayer peut-être, et on voit beaucoup ça, et du coup, ces gens-là prennent comme bouc émissaire un fameux racisme d'État qu'il y aurait en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce racisme d'État? C'est une très bonne question parce que, en plus, ça va rejoindre quelque chose que je disais au départ sur à quel moment il y a eu un déclin de la gauche, c'est-à-dire à quel moment la gauche a abandonné ses idées. Tu vas comprendre le lien que je vais faire. La gauche, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'elle a abandonné la classe, la lutte des classes, au profit d'une guerre des races. Voilà. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et moi, pour le coup, je ne vais certainement pas dire qu'il n'y a pas de racisme ou de racistes en France, hein, il y en a. Je ne dis pas du tout que ça n'est pas grave. Je ne pense pas cependant qu'on soit dans un racisme systémique. Tout simplement parce que notre droit, alors pardon, je suis juriste, du coup je parle un petit peu parfois en droit, mais notre droit l'en empêche en réalité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un droit qui est exactement le même pour tous. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de système étatique qui soit véritablement raciste. Ça n'est pas possible. Moi, ce que je vois beaucoup plus, et ce en quoi je crois beaucoup plus, c'est une discrimination sociale plus que raciale. Alors, on pourra dire, oui, mais il y a beaucoup de pauvres issus de l'immigration. C'est vrai, mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est véritablement dû à un système raciste ou est-ce que c'est dû à un système capitaliste? Alors, moi, je ne fais pas partie des anticapitalistes au possible, hein, mais le fait est qu'on est dans une société capitaliste qui va donc faire en sorte d'avoir la main-d'œuvre la moins chère. La main-d'œuvre la moins chère, c'était le cas des Italiens à une autre époque, c'était le cas des Polonais à une autre époque. Aujourd'hui, c'est le cas d'autres populations. La main-d'œuvre la moins chère, c'est souvent l'immigration. Et moi, j'ai l'impression d'assister beaucoup plus à des discriminations d'ordre social que d'ordre racial. Et je pense qu'il y a un peu une sorte de facilité à dénoncer ce racisme systémique parce que c'est beaucoup plus facile de dire je suis noir, donc je n'ai pas ce que je veux parce que je suis noir, ou je suis arabe, je suis musulman. Pareil, hein, en disant je suis une femme, donc c'est la faute du patriarcat. Je trouve ça beaucoup plus facile de dire ça parce que finalement, c'est très difficilement attaquable. C'est très difficilement attaquable finalement de dire, parce que qu'est-ce qu'on va nous dire qu'on est raciste si on répond à ça, ou qu'on est sexiste. Donc, je trouve ça facile de donner ce type d'argument, alors même que pour moi, le problème n'est pas dans la couleur de peau, n'est pas dans la race, mais vraiment plutôt dans la classe sociale. Et à titre personnel, je le vois quotidiennement, là en ce moment, je suis beaucoup en audience au tribunal. Je vois des personnes pratiquement toutes de milieux et effectivement très pauvres
Je vois des personnes noires, je vois des personnes arabes, d'origine arabe, pardon, je vois des personnes blanches. Le fait est qu'elles ont un point d'égalité, c'est qu'elles sont pauvres. Et ça, devant un juge, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et de ce que je vois, c'est un exemple très spécifique, hein, qui est celui de la justice. Je vois des juges qui vont effectivement juger de façon parfois un petit peu plus dure des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ne présentent pas bien, plutôt que des personnes qui ont un accent étranger ou qui vont être de telle couleur de peau. Parce qu'en réalité, une personne noire, une personne blanche, si elles sont pauvres, en général, elles ont quand même certains points communs face à une institution, face à une autorité quelconque. Euh, voilà, j'aurais plutôt tendance à voir les inégalités comme de classe et non pas comme de race. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai vu aussi dans mon travail du racisme, notamment, voilà, on parle beaucoup du racisme des policiers, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des policiers plus intelligents. Mais voilà, on ne tombe pas forcément sur le haut du panier, hein. Mais de là à parler d'un système raciste, moi, personnellement, non, je ne suis pas convaincue. Et aussi parce que, à titre personnel, je suis une enfant d'immigrés. Euh, je, 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 je ne vais pas dire que mon père n'a jamais été victime de racisme. Je ne vais pas dire que moi-même, je n'ai jamais été victime de racisme. En tout cas, j'en ai pas eu connaissance. Mais je ne me suis jamais posé la question de mon égalité ou de l'égalité de mon père, qui, contrairement à moi, n'est pas né en France, avec d'autres Français. Voilà, c'est une question que je n'ai jamais vraiment eu à me poser. Donc je ne vois pas de racisme systémique. Je vois plus un système de lutte des classes, on va dire. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu obsolète, que de guerre des races. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, mon enfance, moi j'ai grandi en foyer. Je sais pas si je t'en avais parlé, je sais pas. Moi j'ai été placé à 7 ans en foyer et j'en suis sorti à 17 ans et demi émancipé par le juge parce qu'on pouvait rien faire de moi, selon leur propre dire. Et en fait, pourquoi je raconte ça? Tout simplement parce que j'ai vécu exactement les mêmes discriminations que mes amis maghrébins. C'est d'ailleurs ce qui a fait le ciment de notre amitié pendant beaucoup d'années. Et qui a fait de moi un musulman à une époque où voilà, ça faisait partie des codes sociaux. Bon, peu importe, c'est pas le sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, moi, je sentais les mêmes discriminations que mes amis. C'est-à-dire que si tu vas voir un patron, que tu sois blanc, noir, vert, si tu veux, oh, patron, je cherche un petit travail là, et que tu es Voilà. habillé en survêt, comme tu le disais, la manière de parler, voilà, la couleur de peau, c'est pas important, c'est les codes. Alors là, je schématise et je grossis le trait, mais ça peut être ça peut être Non, subtil. mais c'est pas loin. C'est Ouais, pas loin. c'est ça. Encore une fois, je parlais de ce qui se passe dans un tribunal. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être arabe, on peut être peu importe. Si on est pauvre, on n'a pas été formaté à parfaitement s'exprimer comme quelqu'un qui vient d'une classe sociale plus privilégiée devant un juge ou devant des policiers ou devant un recruteur. Voilà, c'est ce que tu disais. Donc, pour moi, elle est là, l'inégalité. Mais Et cette inégalité, normalement, et c'est peut-être là qu'est le problème, et j'en terminerai par là, c'est que cette inégalité, elle est peut-être, je pense qu'il y a quelque chose à regarder au niveau de l'école, puisqu'avant l'école, c'était ce qui nous donnait une base de connaissances communes et qui faisait que, eh bien, même si ça n'a jamais été réellement le cas, je vais pas tomber dans, voilà, dans le fantasme du passé, mais le but affiché de l'école était quand même de faire en sorte que d'où que vous veniez, eh bien, vous ayez la même base au niveau des connaissances et que vous puissiez éventuellement faire des études voilà, dans le même cursus avec plus ou moins les mêmes difficultés et les mêmes facilités. Et c'est vrai que l'école, on voit qu'elle fait plus du tout ce travail et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à regarder et qu'on pourrait peut-être justement réduire ces inégalités qui sont comme tu le penses toi, des inégalités qui, selon moi, sont plus sociales que raciales. C'est clair. c'est très intéressant ce sujet de l'école, parce que, pareil, sans fantasmer forcément l'école d'avant, il y a un livre de Finkielkraut qui est très bien là-dessus, pour le coup. Finkielkraut, enfin, moi, je l'aime bien souvent sur le sujet de l'éducation. Effectivement, il est beaucoup sur l'ancienne école,
Mais c'est très intéressant parce que il parle dans ce livre donc, qui s'appelle L'identité malheureuse. Il parle énormément de l'école et il parle de l'école que lui a connue. Et Finkielkraut, c'est quand même un juif d'origine polonaise. Donc, il a un nom de famille extrêmement peu français, voilà, disons-le. Et lui-même explique qu'il a connu cette école où ça n'avait absolument aucune importance. C'est-à-dire qu'il était à l'école publique, on savait qu'il était juif, on savait qu'il ne l'était pas, on savait qu'il était étranger, qu'il ne l'était pas, etc. Et en fait, le maître d'école ne faisait absolument aucune distinction entre chacun de ses élèves. Et il explique de façon moitié amusée, moitié inquiète, qu'il est allé dans une ou deux écoles, je ne sais plus, il y a quelques années, et qu'il a vu sur un mur d'une salle de classe, je ne sais plus dans quel quartier c'était, une école publique où sur les murs d'une salle de classe, il y avait une carte du monde. Et en fait, chaque enfant avait mis un petit pins sur le pays dont il venait. Et en fait, il disait, c'est amusant parce que en soi, c'est pas grand-chose, c'est une carte du monde, c'est pas bien grave. Mais il disait, finalement, là, on a un maître d'école, une maîtresse d'école, qui va pointer du doigt l'origine de chacun des élèves. Et en fait, on se retrouve dans une salle de classe où tout le monde sait qui vient de quel endroit, qui est français depuis des générations, qui ne l'est pas, qui est arrivé d'Afrique, qui est arrivé du Moyen-Orient, peu importe, qui est de telle religion, etc. Et ça donne aussi probablement les difficultés dont on parle beaucoup aujourd'hui à l'école, qui fait qu'on va mettre en avant des cultures ou des histoires différentes, ou des rites ou des codes différents de ceux de l'école française au départ, qui est quand même une institution véritablement facteur d'égalité au départ, l'école publique de la République. On va mettre en avant des distinctions au sein d'une institution qui est censée être rassembleuse, sans encore une fois fantasmer le rôle de l'école d'avant. Et c'est très intéressant parce que ça montre aujourd'hui ça appuie les difficultés que connaît l'école aujourd'hui, notamment en matière d'apprentissage de certains sujets, qui, dans certains quartiers, sont aujourd'hui très compliqués à aborder. La Shoah dont on parlait, la littérature, la philo, avec ce prof de philo qui, depuis 2 semaines, est sur les plateaux télé pour parler de la situation à Trappes. Ouais, c'est un sujet très intéressant et très inquiétant par ailleurs. D'accord. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions sur lesquelles tu avais des choses, je crois, à dire. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter, un sujet que tu souhaiterais aborder? Oh bah là, franchement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Non, 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 ça va. Bah, c'était le but. Écoute, il y a une question que j'aime bien poser avant de terminer l'interview. Je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il y a des livres que tu conseillerais à ceux qui nous regardent pour éventuellement les orienter vers l'approfondissement de ce dont on a parlé dans cette interview? Alors, absolument tout Amin Malouf. Mais On ça, va être c'est d'accord. biaisé, c'est un peu biaisé, mais bon, non, mais il est quand même très, très bien. Non, alors, sur le féminisme, pour le coup, un livre qui est très, très bien, qui n'a pas été très médiatisé, en tout cas pas assez, c'est un livre de la grande Elisabeth Badinter, qui malheureusement est beaucoup trop critiquée aujourd'hui, alors que quand même, elle a beaucoup fait pour nous. C'est un livre qui s'appelle Fausse route, qu'elle a écrit en 2018, qui est excellent, qui est parfaitement argumenté et qui montre justement de façon beaucoup plus argumentée que ce que moi là j'ai fait aujourd'hui, hein, avec des chiffres à l'appui, etc., de comment justement le féminisme est en train de faire fausse route. Donc ça, c'est un très bon livre. Après, alors oui, effectivement, tu me prends au dépourvu. Est-ce que j'ai d'autres livres? Bon, là, comme ça, ouais, c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Déjà, avec toute l'œuvre d'Amin Malouf, on a de quoi faire, hein. C'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Non, mais Amin Malouf, plus sérieusement, mais je pense que tu seras d'accord avec moi parce que tu l'aimes bien, en dehors du fait qu'il a une écriture absolument magnifique, il n'est pas à l'Académie française pour rien. C'est vrai qu'il est très bon pour écrire sur les mots de notre société actuelle. Donc, c'est vrai que je ne peux que le recommander et ça n'est pas que parce que c'est mon compatriote. Je pense que c'est un grand écrivain. Voilà. Donc, ouais, non, là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête.
D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Ça a été un plaisir de t'écouter parler de tous ces sujets qui sont sensibles et d'en parler avec rationalité et sans émotivité excessive ou sans parti pris excessif. Donc, voilà, juste, je voulais te remercier. Merci à toi. C'est gentil à toi. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et puis, du coup, j'encourage tout le monde à aller te voir sur ta chaîne, à suivre le travail que tu fais parce que, eh bien, je trouve que c'est un travail pédagogique qui est vraiment nécessaire et qui est peu fait et que tu fais très bien. Donc, voilà, j'encourage tout le monde à aller te voir. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi.